S'il y en a bien un qui peut nous épater encore une fois, c'est Roger. Roger Federer. Appelez-moi le cannibale de balle, s'il vous plaît, hein, je préfère. Et on sait que l'Helvète s'est cloîtré dans les Alpes suisses, dans les Grisons plus précisément, à Valbella. J'y ai un petit chalet tout douillet, sur 8000 mètres carrés de terrain. Ah, on est bien avec Mirka et tous les gamins. À 1476 mètres d'altitude. Ah, ça te met les globules rouges en folie. Quand il va redescendre, il aura une VO2 max de mutant. À grimper l'Alpe d'Huez en marche arrière, hein. Un cœur de gamin. C'est à Valbella déjà que le Federer s'était refait une santé en 2016. Là, qu'il s'était rebooté le mental après un premier semestre cauchemardesque, achevé sur une défaite en demi-finale à Wimbledon. Et c'est toujours à Valbella, suite à ça, qu'il en avait profité pour consolider un genou déjà meurtri en dévalant des pentes à 14%. Résultat, souvenez-vous, il revient en 2017 et il gagne l'Open d'Australie. Je courais pas, je volais. Puis Indian Wells, Miami, Wimbledon, 7 titres, 52 victoires sur 57 matchs. Alors que je m'étais arrêté de jouer pendant 178 jours. 178 jours, c'est l'écart, quasi au jour près, qu'il y aura entre sa défaite en demi-finale à l'Open d'Australie en janvier dernier et le début des Jeux Olympiques à Tokyo fin juillet. S'ils ont lieu. Des jeux qui pourraient être fort logiquement remplacés par Wimbledon, décalés alors de 4 semaines, suivis par l'US Open 3 semaines plus tard, puis Roland Garros. Oui, un calendrier exceptionnel pour une année complètement dingue, avec 3 tournois majeurs qui se joueraient sur 10 semaines et qui pourraient obliger Roland Garros à se disputer en 2 sets gagnants, au moins jusqu'en finale, histoire de faciliter l'enchaînement. Et en 2 sets gagnants sur terre battue, avec 0 tournoi de préparation sur cette surface, ou quasi. Ça rebat les cartes, non? Ah ben c'est sûr que vu comme ça, même si je vous l'accorde, hein, ça semble impossible que Federer gagne les 3. Mais un, les jambes en feu, genre Wimbledon. Et pourquoi pas 2? Ah bah y a de quoi se refaire une santé entre Londres et New York. Et Roland Garros. Eh oh, faudrait quand même voir à pas oublier que j'aurai 39 ans. Avec lui, allez savoir, tout est possible. On parie? S'il y en a un autre qui peut nous scier, c'est Rafa. Olé! Parce que quand on va le libérer, il va être chaud caliente. En ce moment, il est cloîtré avec sa femme à Porto Cristo, sur l'île de Palma de Majorque, aux Baléares. Si, c'est beau la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a ma merde? Ah bah faut le comprendre, les 27 cours de son académie qui se trouve à Manacor, à un quart d'heure en voiture, il peut pas y aller. Fermé l'académie. C'est comme si t'as été la muleta devant les naseaux du taureau. Taureau! Sauf qu'il peut pas bouiller. Bouille pas le taureau, t'as pas le droit. Reste là. Ça me bouffe la cabeza. Je sens que je vais craquer. C'est sûr que ça doit être frustrant, mais en attendant, il craque pas du genou, ni d'ailleurs. Et encore mieux, pour la première fois de sa carrière, Nadal va jouer une deuxième partie de saison sans s'être fissuré les neurones et les rotules sur terre battue. Claro que si, que je vais péter le fuego. Un peu, oui, ça va tout changer pour un Nadal qui, sur les 85 tournois qu'il a remportés, n'en a gagné que 8 à partir du mois de septembre. 8, dont 4 US Open. Si, et où il est battu 2 fois, Djokovic en finale. Et les tournois, il les gagné l'an dernier. Sans oublier qu'en s'imposant à New York, il égalerait les 20 titres de Federer en Grand Chelem. Ah, madre mia, m'en parlez pas, je pense qu'à ça. Battre les records de Roger. Et il y en a qui disent qu'il ira pas à Flushing Meadows parce qu'il y aura Roland Garros une semaine après. Vous croyez que ça lui fait peur? Je peux vous dire que c'est pas ça qui va me foutre les chocotas. Au contraire, son tennis s'adapte naturellement à la terre battue. L'enchaînement serait un avantage pour lui pour aller chercher un 13e Roland Garros, un 21e titre du Grand Chelem. Oh, j'en suis tout excité. Ça m'émotionne. Et attendez, c'est pas fini parce que même s'il réussit ça, ce serait la première fois qu'il arriverait avec aussi peu de matchs dans les gambettes au Masters. Ce tournoi des maîtres qui s'est toujours refusé à lui malgré 9 participations et 2 finales disputées. Et Carigno, tu vas pas me croire. Il dit que je peux gagner le Masters. Et pourquoi pas? On parie? S'il y en a un autre qui peut nous bluffer, c'est Gaël Monfils. Vous savez, le Montfisien. Oula, j'ai l'impression qu'il est bien reparti dans le cosmos. Mais pas du tout, je me planque. Mais pourquoi?
Parce que quand t'es confiné avec Svitolina qui passe son temps à faire des tutos d'abdos, je peux vous dire qu'il faut oublier le régime FIFA et pizza. Elle te lâche pas. C'est une folle de la prépa. Et c'est justement ça qui pourrait transfigurer mon fils. Svitolina, c'est la femme qu'il lui fallait, capable de planer avec notre alien national, tout en restant impliqué, concentré sur sa carrière. Federer l'a dit, si c'était rangé dans la tête de mon fils, il aurait 10 grands chelems. Et avec Elina, je peux vous dire que ça rigole pas. Il y a plus une chaussette qui traîne. En fait, l'Ukrainienne, la 5e meilleure joueuse mondiale, c'est le meilleur coach qu'il ait jamais eu. Depuis que leur romance a commencé, fin 2018, mon fils a enchaîné en février 2019 3 demi-finales consécutives pour la première fois de sa carrière. Et cette année, il a gagné 2 tournois d'affilée. Là aussi, il avait jamais réussi ça, en alignant 12 victoires avant de perdre contre Djokovic, en ayant eu 3 balles de match. Des résultats qui lui ont permis en 14 mois d'amour de passer de la 33e place mondiale à la 9e. Quand même le genre de progression qui peut te faire décoller. Et je vais pas m'arrêter là. Je veux faire mieux que ma chérie. Va peut-être falloir redescendre un petit peu, hein, parce qu'elle a quand même gagné le Masters. Ouais, bon, là d'accord, je vais pas m'affoler la visière. Et puis elle a été numéro 3 mondial. Et alors, j'ai été 6e mondial. Et je l'ai dit, je vais être au moins 5e. Elle a aussi gagné 4 Masters 1000. Mais vous voulez me fissurer le moral ou quoi? J'ai été 3 fois en finale de Masters 1000, je peux bien m'en goinfrer. Ok, pourquoi pas. Mais si je te dis qu'elle a battu 33 top 10. Moi aussi? Qu'elle a atteint 2 demi-finales en Grand Chelem. Tout pareil que moi. Donc ça voudrait dire, je résume, hein, que toi, Gaël, mon fils, battrait à nouveau un top 10 en Grand Chelem pour la première fois depuis l'US Open 2014. Il y a 5 ans et demi. Pourquoi vous toussez? Et retrouverait au moins une demi-finale dans un des 4 majeurs, ce qui n'est plus arrivé depuis l'époque de Louis XIV. Non, j'exagère, mais enfin depuis 3 ans et demi et l'US Open 2016. Louis XIV? Mais il est classé combien celui-là? Hein? Et je rappelle qu'en 2016, j'avais pas joué Roland Garros. D'ailleurs, j'avais pas joué quasiment pendant 3 mois. Ce qui m'avait permis de refaire du muscle, et j'avais été cosmique de juillet à octobre. Ce qui sous-entendrait, si j'ai bien tout compris, que Gaël, mon fils, créerait la surprise du siècle à Roland Garros en septembre, si ça se joue. Je vous rappelle qu'avec le Montfisien, c'est tout ou rien. Alors pourquoi pas? Ah bah alors là, c'est un coup à croire aux ovnis, hein. Mais avec lui. On parie. S'il y a un autre joueur qui va nous éblouir, c'est Jannik Sinner. Déjà parce que c'est un phénomène de précocité. À 8 ans, c'est un champion au ski, en slalom. À 13 ans, il décide de se mettre au tennis à 100%. Et 5 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui à 18 ans, il est le 73e meilleur joueur du monde. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il est italien, un Italien du Nord, qui se retrouve confronté au cauchemar que traverse son pays, et qu'il est entraîné par Riccardo Piatti. Mais quel est le rapport, me direz-vous? Eh bien, Piatti est celui qui a réussi à amener Ivan Ljubicic jusqu'à la 3e place mondiale en 2006. Ljubicic est aussi un joueur qui a vécu un cauchemar, celui de la guerre des Balkans. À 13 ans, il a dû fuir son pays pour se retrouver dans un camp de réfugiés, sans savoir si son père était en vie. Puis une fois la famille réunie, il a été décidé qu'il parte seul en Italie, sans un sou, sans parler la langue, parce qu'il avait la chance d'être hébergé dans un club de tennis, où il a été repéré par qui? Par Riccardo Piatti, qui lui a permis au fil du temps de soigner ses traumatismes d'enfant pour se créer un destin de champion. Piatti a aussi fait partie de l'éclosion de Djokovic, un autre enfant de la guerre, qui le jour de son 12e anniversaire a dû aller se cacher dans une cave avec toute sa famille pour éviter les bombes qui pleuvaient sur Belgrade. Novak qui s'entraînait à des endroits précis qui venaient d'être bombardés parce qu'il espérait que ces endroits ne seraient pas visés 2 fois. Jannik Sinner, lui aussi, est confronté à une guerre différente, invisible, sans explosion, mais tout aussi effrayante et meurtrière. Et comme l'a dit Djokovic, quand on réussit à traverser ça, on peut tout affronter. Parce qu'un jour, on décide de ne plus avoir peur, on transforme son impuissance du moment en volonté, on ne parle plus de carrière. La carrière devient mission. Et guidé par Piatti, Jannik Sinner ne va pas jouer uniquement que pour lui, mais aussi pour son pays, pour l'Italie. Il va devenir un immense champion. Et je le vois bien accéder à la place de numéro 1 mondial dans un avenir proche. On parie? Vous êtes bien assis. Non mais parce que ça va vous faire un choc. Celui qui va vraiment nous halluciner quand ça va recommencer, c'est Benoît Paire. Hein? Ah! Santé Marion! Oui, c'est sa santé, oui.
Mais je sais pas si vous vous souvenez de son mois de février, quand il bouillonnait du caisson dès qu'il jouait, parce qu'il savait qu'il pouvait dépasser son meilleur classement. 18e en 2016. Oh ouais, j'étais en panique. Ça me paralysait la barbe. Sauf qu'aujourd'hui, il a le poil en folie. Je sais, c'est dingue à dire, mais cette coupure, ce sevrage violent, va lui faire un bien fou. Do, ré, confiné, libéré, je me raserai plus jamais. Et surtout, je pense plus au point TP. Premièrement, Benoît ne peut pas se passer des siens. Faut savoir qu'à 13 ans, il choisit le tennis plutôt que le foot, où il est aussi très très doué. Comme ça, il évite de partir dans un centre de formation pour footeux, et donc de quitter le cocon familial. Or aujourd'hui, à 30 ans, sa famille, c'est le tennis. Et je peux vous assurer qu'elle lui manque, même si cette famille le gave souvent. Hein. Mais c'est avec elle qu'il grandit, qu'il mûrit, et qu'il s'est trouvé son frère de raquette, Stan Wawrinka. C'est vrai qu'il me manque le frérot, même si on se fait des sessions apéro, où il se fout allègrement de mon coup droit. Alors que je pourrais très bien dire qu'au foot, il a les pieds carrés, le Stan. Et puis deuxièmement, père qui déteste s'entraîner, alors là je peux vous dire qu'il est servi, hein. Bah il est au paradis. Benoît ne se nourrit que de matchs. Il n'a pas besoin de 3 à 4 semaines de gamme comme Stan ou Rafa. À l'image d'un Kyrgios, il déteste les répétitions, le taylorisme du tennis. Lui ce qu'il veut c'est créer, surprendre. Alors oui, ça fait faire des fautes, mais quand les ouvriers de la balle vont devoir reprendre, les machines seront rouillées, et les corps aussi. Ouais, alors que moi, niveau préparation, je peux vous dire que je suis au taquet. C'est pour ça qu'il va falloir les surveiller, les hyper doués, au moment où ça va redémarrer. Et je vois bien Benoît Paire nous gagner son premier Masters 1000 à 30 ans passés, comme un certain Cédric Pioline à Monte-Carlo en 2000. On parie ? Je mettrais peut-être pas ma chemise là-dessus quand même.